Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons étudier et revenir sur une tendance de fond de la réalité chinoise en analysant l'aspect démographique de sa puissance. Donc on va essayer de faire le point un peu sur ce sujet qui est complexe et dont les ramifications sont évidemment profondes, puisque la démographie reste sans doute encore un point important de la puissance. On va dire, on peut se projeter sur le fait que ça va le rester quelque temps, même si évidemment, avec l'apparition de l'automation, la robotisation de plus en plus poussée, de tout un ensemble de facteurs, ce facteur démographique, peut-être en même temps qu'il y a un déclin au niveau mondial, peut-être qu'il va perdre aussi de sa relevance. Donc en tout cas, quelle est la situation au niveau de la démographie? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là? Et comment est-ce qu'on peut penser justement la prédiction, la prospective à ce niveau-là? Donc la première chose, c'est la difficulté d'abord de faire des prévisions. La difficulté de faire des prévisions, en fait, et donc elle est très importante pour notre sujet, puisqu'il s'agit de penser l'avenir démographique de la Chine comme une composante essentielle des forces productives du monde. Donc ce sujet, il est lié sur la difficulté en fait de la science statistique, puisque en fait la projection statistique suppose toujours en fait une sorte de continuité de la forme présente dans le futur. C'est-à-dire que on se projette dans le futur à partir de l'ensemble des données qu'on a jusqu'à maintenant, alors qu'évidemment l'ensemble des choses qui vont arriver dans le futur peuvent varier par rapport à ça. C'est-à-dire que les événements, donc si ce sont des événements complètement aléatoires, évidemment on peut faire une distribution statistique de ceci, mais quand ceux-ci sont déterminés par un ensemble très complexe de facteurs singuliers, avec des interactions entre eux, il est beaucoup plus difficile de faire cette projection linéaire. Donc par exemple, on peut prendre un exemple, en 2010, The Economist prévoyait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine en 2019. En 2019, le même journal The Economist prévoyait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine en 2030. Et en 2022, The Economist, encore sur le même sujet, prévoit que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine peut-être en 2045. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que en fait en 2010, on prévoyait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine, on va dire 6 ans avant que ça devienne faux. 6 ans avant que ça devienne faux, c'est-à-dire que on prévoyait que ça le soit alors que ça le soit en 2019, alors que c'est pas encore le cas en 2025 et que ça, il faudrait peut-être attendre 20 ans ou plus. Évidemment, des deux côtés, évidemment, c'est une double projection parce que ça suppose que l'économie américaine va continuer à se développer au rythme où elle se développe et en même temps, l'économie chinoise. Et des deux côtés, ils peuvent avoir de toute manière des singularités, des événements ou des trajectoires. On peut penser que, par exemple, il va falloir voir ensuite dans le temps les conséquences de la politique de Trump sur la croissance américaine. Donc en fait, pour ce qui est de la démographie, c'est un peu la même chose, la difficulté de la prévision. Donc on peut aussi noter ça, c'est-à-dire que par exemple, pour évaluer les prévisions passées et la réalité présente, on peut noter qu'il y a un article de l'Institut national d'études démographiques, donc en français, de 2012, qui notait que, selon les dernières projections démographiques des Nations Unies en 2012, la population chinoise pourrait ne jamais atteindre 1,5 milliard d'habitants, mais culminer à 1,45 milliard en 2030 avant de commencer à décliner.
Alors c'était une projection en 2012 qui était déjà assez négative, puisqu'il y avait l'idée déjà d'une anticipation du déclin après une population qui aurait culminé à 1,45 milliard en 2030. Or, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait le pic qui a été annoncé, qui était prévu comme devant être atteint en 2030 par un article de 2012, en fait, il a déjà été atteint en 2021, c'est-à-dire 9 ans avant les prédictions les plus pessimistes d'il y a 13 ans. Donc, en 2022, la Chine a atteint la première diminution de sa population depuis 1961. C'est-à-dire que le pic de démographie, il n'a pas commencé à attendre 2030 pour apparaître, il a commencé à apparaître à partir de 2021-2022. Donc en 2022, la Chine a enregistré la première diminution de sa population depuis 1969, avec moins 850 000 personnes de moins qu'en 2021. En 2023, son deuxième déclin démographique consécutif, avec 2 millions de personnes de moins par rapport à 2022 toujours, donc 3 millions de moins par rapport à 2021. En 2024, elle chutait encore cette population de 1,39 million par rapport à 2023, c'est-à-dire ce qui fait maintenant 4 millions par rapport à 2021, pour s'établir à 1,4 milliard en 2024. C'est-à-dire que la projection était un pic à 1,45 milliard en 2030, alors qu'en 2024, on est déjà sur une régression à 1,4 milliard. Or, évidemment, tout le problème, comme souvent avec les chiffres en Chine, c'est évidemment la fiabilité de ces données. Puisque les données officielles du gouvernement chinois, qui a été reprise ensuite, parce que c'est souvent le cas, c'est ça aussi un problème, mais il n'y a pas, c'est difficile de résoudre ce problème, c'est-à-dire que le gouvernement chinois fait des données officielles qui vont directement être intégrées ensuite dans les données qui sont celles de l'ONU, dans les données des grandes institutions internationales, sans qu'il y ait un suivi particulier. C'est-à-dire que ce qui est repris, ce sont les données du gouvernement. Donc ensuite, il va y avoir tout un tas de discussions sur les données qui sont données par exemple les Nations Unies ou autres institutions internationales, comme si c'était des données évidentes, fiables et sûres, parce qu'elles émanent de quelque chose d'aussi important que l'ONU, alors qu'en réalité, celles-ci ne font généralement que reprendre celles qui ont été transmises par le gouvernement chinois. Donc, ce gouvernement chinois, il a affirmé que la population chinoise comptait 1,4 milliard d'habitants et pourrait diminuer à 1,3 milliard d'ici 2050. Puis même chuter à 633 millions d'ici à 2100. Donc déjà quelque chose d'assez pessimiste. Et si on comprend, et alors qu'on se situe en fait déjà en fait dans une rétrospectivement, ou disons si on regarde d'autres chiffres, en fait on se place dans une fourchette extrêmement haute. Donc 1,3 milliard en 2050, 603 millions en 2100, c'est presque les chiffres les plus optimistes en fait. Or 603 millions en 2100, ça signifie que la population a été divisée par plus que 2, et c'est donc un choc démographique extrêmement sévère. Or là, comme on disait, c'est peut-être même déjà trop optimiste, puisque selon le démographe chinois Yifu Xian, il estimait que la population réelle était en fait désormais plus proche de 1,28 milliard que donc de 1,4 milliard, qui est le chiffre officiel, et qu'elle pourrait chuter à 1 milliard d'ici 2050, et non pas 1,3 milliard. Et or, évidemment, tout ça, ça dépend en fait de quoi? Ça dépend de la variable de départ. Et c'est quoi la variable de départ? En fait, c'est l'indice de synthétique de fécondité de la Chine. Donc c'est l'indice de fécondité. Donc cet indice synthétique de fécondité de la Chine en 2024 était de 1,2, selon le Fonds des Nations Unies. Or, il faut se rappeler qu'en 1990, celui-ci, cet indice de fécondité, était de 2,52. 2,52. Or, ce taux à 1,2 qui est pris donc officiel par les Nations Unies, encore une fois, reflète le chiffre officiel de la Chine. En fait, selon le Database Earth, il s'établit en fait à 1,02. Et en fait, la variable, cette variable du taux de fécondité change
profondément, évidemment. Ensuite, la projection, puisque tout dépend du nombre d'enfants par année, du nombre d'enfants par personne, ça change énormément. Ensuite, on calcule à la fin. Et selon GeoUniverse, un site GeoUniverse, dans certaines régions, il sera encore plus bas, puisqu'il descendrait de ce taux de fécondité jusqu'à 0,65 à Shanghai, le plus bas en Chine. 0,65, c'est-à-dire que là, on a un choc démographique dans les 30 ans à venir, dans les grandes villes comme Beijing et Shanghai, qui va être que modérément compensé par les nouveaux arrivants des autres régions, puisque dans les autres régions, il y a aussi un déclin. Or, avec un taux inférieur de fécondité inférieur à 1 sur l'ensemble du territoire, et encore 1, ça c'est peut-être déjà très haut, la Chine pourrait compter moins de 500 millions d'habitants d'ici à la fin du siècle. Moins de 500 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'on est pratiquement au niveau. Si on calcule la trajectoire des États-Unis démographique qui est elle tendue vers la hausse, on pourrait en fait avoir à la fin du siècle autant d'habitants en Union européenne qu'aux États-Unis et qu'en Chine. Donc là, il y a un vrai sujet de discussion sur ces projections et les conséquences de ces projections. Et aussi la discussion qu'on va continuer dans le prochain podcast, c'est de savoir comment les politiques publiques, est-ce que les politiques publiques peuvent influer sur cette natalité, et est-ce que la politique nataliste que la Chine entreprend aujourd'hui à marche forcée, est-ce qu'elle peut avoir pour conséquence de freiner cette chute de la population divisée par 2, on dirait à minima, pour la Chine à la fin du siècle. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.